Bienvenue dans un nouvel épisode de Culte, le podcast qui explore le monde fascinant de la culture, du cinéma et des livres. Que vous soyez cinéphile, passionné de livres ou à la recherche de recommandations, Culte a quelque chose pour vous. Toutes les œuvres dont on parlera sont dans la description de l'épisode, ainsi que les liens pour nous suivre sur les réseaux ou pour nous contacter. Bonne écoute! On est de retour avec un nouvel épisode de Moment Culte. On va se concentrer sur le top des livres qu'on a parcourus pendant l'année. Et à l'occasion d'accueillir Thibaut, comment ça va, Tim? Salut Max, ça va très bien et toi? Très bien. Est-ce que tu as reçu de beaux livres sous le sapin? Est-ce que j'ai reçu des livres ici? Oui, j'en ai reçu un, effectivement, mais après, c'était un peu plus varié. Le D'accord. fait est que j'en avais beaucoup acheté avant, donc. Il ne reste plus au magasin, c'est ça? Mais- On va dire ça. Et alors, pour commencer, donc on va passer notre top 10 en revue. On commence par la fin. Et de mon côté, j'ai classé mon top 10 en sous-catégories, donc qui seront à chaque fois par deux. Et je vais commencer par le premier bloc, donc le numéro 10. Et le thème pour le numéro 10 et le numéro 9, ce sera plutôt l'immobilier ou la propriété terrienne. Donc mon numéro 10 pour cette année, c'est le Jardin de ciment de Ian McEwan. Et je dirais que c'est une histoire qui ne laisse pas indifférent. Donc on va suivre l'histoire de 4 enfants et de leurs parents. Dès le début du livre, le père va décéder après quelques pages. C'est un passionné de jardinage. Il était plutôt distant et assez craint par ses enfants. Et maintenant que la mère vit toute seule, elle doit tenir cette maison, elle doit s'occuper des enfants, mais elle se montre plus douce, plus attentionnée, plus permissive même. Mais après quelques semaines, quelques mois, elle est prise d'une sorte de mal inconnu. On va comprendre plus tard que c'est une sorte de cancer. Et la voilà qui est alitée à l'étage. Les enfants maintenant ont plus d'indépendance, ils doivent s'occuper entièrement de la maison, faire tourner la baraque. Et ils sont forcés de s'occuper de tout, de faire les courses, d'aller à l'école, de se nourrir et aussi de bien s'occuper de leur mère. Mais malheureusement, la plupart de cette responsabilité va tomber sur la fille aînée qui elle-même avait un beau potentiel. Elle était plutôt douée à l'école et en athlétisme. Et là, elle se voit plutôt écrasée par ses nouvelles obligations et par ses responsabilités familiales. On va voir la mère, malheureusement, va décéder peu après, donc on le sent dans le livre, on est loin d'un spoiler ici. Et le sentiment claustrophobique va augmenter. Donc on va avoir ces 4 enfants qui vont être livrés à eux-mêmes avec un risque réel que la famille soit séparée, étant donné qu'il n'y a plus de gardien légal. Il y a un risque qu'ils perdent la maison, qu'elle soit vendue ou vandalisée. Donc on comprend qu'on est peut-être dans un quartier un peu plus difficile, sans même en parler. Et la solution qu'ils vont trouver est assez spéciale. Ça, je ne vais pas le mentionner, ça fait un peu partie de l'histoire. Ils vont essayer de continuer de vivre en communauté comme si de rien n'était. Le tout, je trouve que c'est vraiment une sorte de roman à huis clos. Donc, il y a quelques sorties pour aller à l'école, évidemment, mais tout se fait pas mal à la maison, avec des thèmes très variés, assez dérangeants. Donc, il y a la solitude de ses enfants. Il y a une perte de l'innocence qui est accélérée. Donc, la plupart vont vieillir de 10-15 ans dans l'espace de 2-3 mois. Les liens familiaux entre ces enfants vont se déformer sous la pression. Il y a des tabous autour de la sexualité qui vont aussi apparaître. Et donc, tout ça arrive dans une sorte de dérive morale assez spéciale et assez gênante. Je trouvais que l'auteur McEwan parvenait à bien jouer avec cette ambiguïté. Donc, on a des enfants qui sont ni des victimes innocentes, qui ne sont pas des monstres non plus. Ils tentent simplement de survivre à leur manière. C'est une écriture qui était assez froide et directe. C'est le deuxième livre de McEwan. Je pense avoir lu aussi La manufacture d'abeilles, The Wasp Factory, l'industrie d'abeilles, qui était aussi un livre assez spécial, même je dirais vers la fin. Je dirais qu'on ressent peut-être même chaque silence, chaque regard que ces enfants se posent l'un sur l'autre pendant leur survie. Donc c'est une œuvre assez spéciale dans le domaine. Et étant donné que tout se passait autour de la maison, du jardin, donc c'est la partie immobilier dont je parlais, ou propriétaire terrien. Et donc mon numéro 9, ce serait alors Ce qu'il faut de terre à un homme, une nouvelle de Tolstoï. Et donc c'est pour changer, parce qu'on le connaît surtout pour les longs formats. Et ici, on va retrouver dans la campagne russe un homme qui vit une vie plutôt aisée. Il est propriétaire terrien. Et il entend par hasard qu'il est possible d'accaparer des terres d'un village avoisinant à un prix défiant toute concurrence. Donc,
il a un peu du mal à se tenir, il est super excité par la nouvelle et donc il y a une certaine avidité qui va s'éveiller en lui et il va tirer directement des plans sur la comète. Il se voit riche comme Crésus. Il s'informe petit à petit auprès de connaissances au sujet des conditions pour obtenir ces nouvelles terres et des conditions que je ne vais pas mentionner ici pour garder un petit peu de suspense. Et après avoir compris de quoi il s'agit, il va se rendre de l'autre côté de la rivière ou de la colline pour visiter ses villageois et négocier son propre terrain. Et donc, c'est via cette histoire que Tolstoï va nous aider à comprendre la quantité de terre, la surface terre qu'un homme a réellement besoin. Donc, c'est une critique, on verra que c'est une critique assez intense sur la société, l'amassement des richesses par certains propriétaires terriens et aussi sur tout ce qui est l'avidité, la cupidité. Ça, je peux aussi le conseiller, une lecture assez courte et avec une morale intéressante à la fin. À mon tour. Alors moi, donc ici, toi, tu as choisi de classer un peu par thème. Moi, ici, la petite contrainte que je me suis mise, c'est de ne reprendre que des livres qui sont sortis en 2024, ou du moins en français, parce qu'il y a quand même une traduction dans le lot, et donc essentiellement sortis lors de la rentrée littéraire ici en septembre 2024. Alors, moi, j'en ai pas sélectionné 10, hein, j'étais un peu paresseux, on va dire. Donc, moi, j'en ai que 8. Donc, je vais commencer directement par mon numéro 8. Et il s'agit d'un livre qui s'appelle Tout le bruit du Guéliz de Ruben Barouk. Alors, le Guéliz, c'est un quartier à Marrakech. Et il s'agit d'un premier roman ici. Ça commence en fait avec, c'est raconté à la première personne. Et donc, le narrateur raconte que sa grand-mère, qui vit à Marrakech, donc dans ce quartier du Guéliz, entend un bruit et dans son appartement. Et ce bruit la rend vraiment folle. En fait, elle n'arrive pas ça l'empêche un peu de dormir, ça l'énerve, etc. Et lui, ben, il vit avec sa mère, ses parents à Paris. Et ben, finalement, à un moment, sa mère décide, ben, on va se rendre à Marrakech et on va essayer de voir ce qui incommode tant ben, ta grand-mère. Et donc, ils vont se rendre sur place. Et alors, plus que la quête d'où vient ce bruit, que par ailleurs personne n'entend à part la grand-mère, c'est surtout presque une quête des origines. Parce que le Guélis, c'est quoi? En fait, c'est un ancien quartier juif à Marrakech. Donc c'est l'occasion aussi pour nous de découvrir que ben, là-bas au Maroc, en fait, il y a eu des juifs à un certain moment. Il y a eu un exode, hein, donc depuis, il n'y en a plus, voilà, il y a plus vraiment. Et la grand-mère en question est une des dernières juives qui habitent encore là-bas. Donc l'occasion pour l'auteur donc de parler un peu, voilà, de l'histoire de ce peuple, hein, enfin, de cet exode des Juifs qui étaient sur place, l'histoire un peu de sa famille aussi, puisqu'on se rend compte que c'est quand même un peu autobiographique. Donc je trouve que c'est pas mal, pour un premier roman, c'est vraiment pas mal. Juste une petite réserve au niveau du style. Je trouve que l'auteur veut écrire de manière très élégante, alors il y parvient. Et parfois, c'est un petit peu excessif, je trouve. Il cherche vraiment à trouver la jolie tournure de phrase et c'est pas toujours nécessaire. Je trouve que finalement, ça dessert un peu au niveau émotion qu'on pourrait ressentir dans le récit. Voilà, donc c'est juste ma petite réserve. Mais en tout cas, c'est déjà pour un premier roman très intéressant. Et en tout cas, bah, moi, je me dis un auteur sans doute à suivre. Et comment l'as-tu découvert? Ah, j'ai fait quelque chose d'assez rare. En fait, bêtement la couverture du livre. Donc parfois on est pris par, on regarde comme ça hein, l'étal du libraire. Alors, une couverture nous attire et le titre j'aimais bien aussi, Tout le bruit du Guéliz. Et voilà, puis j'ai lu la quatrième couverture, ça m'a plu, j'ai pris. Et c'est après seulement que je me suis rendu compte que le roman s'est quand même fait un petit peu remarqué en France. Donc il y a quelques articles, il y a quelques interviews aussi qu'on peut retrouver. Donc voilà, c'est tout à fait par hasard, mais c'était finalement pas du tout un mauvais choix. Il faut garder ce plaisir aussi, je pense, de la découverte hein, quand on veut, voilà, quand on lit, oui, évidemment, on pense toujours à des critiques, on recherche ce qui se lit pour le moment, et parfois, ben, ça vaut la peine aussi de juste aller à l'instinct. Et à quoi ressemble la couverture? Une photo du quartier ou Oui, autre c'est chose? plutôt, je pense que c'est une photo je ne saurais pas dire que c'est de Marrakech même, mais en tout cas, on voit des palmiers et les tons sont un peu gris, plutôt entre noir et blanc et sépia en fait. D'accord, très bien. Alors, mon numéro 7, ben là, c'est une traduction, donc c'est sorti en français en 2024, mais sinon je pense que c'est un livre de 2022 qui s'appelle Ocean State de l'auteur américain Stewart Onan, donc, qui est un auteur américain assez connu hein, aujourd'hui. Alors, bah, tu sais bien que moi j'aime bien les Américains, donc ça aurait été bizarre de faire un top sans parler d'Américains quand même. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici? En fait, c'est quelque chose finalement presque de banal, de très très simple. On est dans le Rhode Island, tout petit état aux États-Unis. On sait dès le début, en fait, hein, donc je ne spoil rien du tout, qu'une fille
va en tuer une autre. Et alors quand je dis une fille, c'est vraiment jeune fille, puisqu'on est, je ne sais plus si elles sont encore exactement adolescentes ou en tout cas très jeunes adultes, mais en tout cas encore étudiantes. Et tout ça en fait pour une banale histoire d'amour. Et alors, il ne faut pas parler évidemment ici de suspense, hein, tout l'enjeu du livre, ce n'est pas là, c'est de voir comment en fait, dans une ville comme ça, il semble-t-il dans une petite ville un peu retirée, comment en fait le mal entre guillemets peut surgir, voilà, d'une vie tout à fait banale, et alors que voilà, cette fille qui en tue une autre n'était pas appelée à devenir une criminelle depuis le début, encore moins une serial killer, mais c'est de voir un peu comment les relations entre les personnages l'amènent à finalement à commettre cet acte irréparable, qu'elle ne semble d'ailleurs même pas spécialement regretter. Moi, je crois que c'était intéressant dans la psychologie, surtout dans la psychologie des personnages, comment est-ce qu'on en arrive à commettre de tels actes. Et c'est raconté aussi par la sœur de celle qui a tué et qui observe tout ça, qui voit beaucoup de choses en fait. Donc un regard extrêmement intéressant, alors que c'est une fille dont, de nouveau, à qui on ne fait pas très très attention. C'est finement, comme souvent en fait, avec ce que j'aime chez les Américains, en tout cas dans la psychologie des personnages, très finement observé. Et voilà, donc c'est pas très très long non plus. Donc je regarde en fait les livres que j'ai choisis ici ne sont pas très longs. Donc Stewart O'Neill je connaissais déjà pour d'autres livres que j'avais lus. Donc confirmation que c'est vraiment un très très bon auteur américain. D'accord, je ne le connais pas personnellement, mais j'essaierai d'y regarder. Et donc tu disais, est-ce que tu le connais? Tu as lu, tu peux recommander d'autres livres? J'ai lu C'est nos plus beaux ou nos meilleurs souvenirs, là qui était plus une brique qui est sortie maintenant il y a quand même pas mal de temps. Et je ne me rappelle plus si j'avais lu encore autre chose. Mais en tout cas, ça fait partie des Américains qui sont traduits chez nous et dont les nouveaux livres sont régulièrement, arrivent régulièrement en français, quoi. D'accord. Et alors dans mon cas, pour mon second thème, je les ai classés sous la catégorie des chiens. On pourrait même dire des hommes parce que les histoires s'entremêlent très souvent. Et alors mon huitième, ce serait Chien blanc de Romain Gary. Et là, c'est un roman qui est semi-autobiographique, publié en 1970. Et on va commencer par une rencontre assez particulière, celle de l'auteur et de sa femme, l'actrice Jean Seberg, une actrice américaine, avec un chien errant qui s'installe après leur rencontre dans leur maison à Los Angeles. Et ils vont surnommer ce nouveau compagnon Chien Blanc. Il semble assez docile et affectueux jusqu'au jour où ils découvrent qu'il a en fait été dressé pour attaquer les personnes noires. Il s'agit d'un chien de combat qui a été formé par des suprémacistes blancs. Donc c'est une histoire assez spéciale dont je n'avais jamais entendu parler. Ce qui va se passer, c'est que plutôt que de se débarrasser de l'animal, Romain Gary va décider de le confier à un dresseur noir qui va tenter de le rééduquer, qui en fait sa spécialité, la rééducation de ces chiens racistes. Et cette expérience va devenir une sorte de point de départ pour une réflexion sur un peu le conditionnement, sur la haine et peut-être la possibilité ou l'impossibilité de changer des instincts qui ont été vraiment profondément ancrés. Là, c'est aussi un livre qui est intéressant d'un point de vue historique parce que ça se déroule au milieu des tensions raciales aux États-Unis, après des assassinats, par exemple, de personnes qui se battaient pour les droits civiques. On pense à Martin Luther King, Malcolm X. Et il faut aussi savoir, je l'ai appris en fait en regardant sur sa page Wikipédia, parce que je ne connaissais pas Jean Seberg, donc la compagne de Romain Gary à l'époque. Elle avait été, on en parle aussi dans le livre, elle avait été une activiste en fait, très active en soutien par exemple des groupes tels Black Panther aux États-Unis. Elle a aussi été ciblée par le FBI pour essayer de la faire taire. C'est aussi une partie assez intéressante de l'histoire aux États-Unis. C'est un livre que j'ai pris un peu par hasard aussi. Tu me disais, on parlait d'acheter un livre par la couverture, en regardant la couverture. Et j'ai vu Romain Gary, Chien blanc, je me suis dit, je vais le tenter. Au final, c'était une histoire intéressante aussi, une partie de sa vie que je ne connaissais pas, Romain Gary. Et chaque fois aussi un auteur qui livre de belles proses et des histoires intéressantes et variées. Alors, donc, pour rester dans le domaine des chiens et des hommes, un autre qui est assez connu dans le domaine, donc mon numéro 7, ce sera To Build a Fire, donc comment préparer un feu de camp de Jack London. Et donc, rien de tel, vu qu'on est aux États-Unis, donc de faire une plongée dans le Grand Nord américain pour célébrer le début de l'hiver. Et ici, on a un récit qui est dans un froid extrême et impitoyable du Yukon, c'est dans le nord canadien, et c'est pendant la ruée vers l'or, dans la zone. Et on va suivre un homme qui est accompagné de son chien. Ils vont entreprendre de marcher à eux seuls à travers une étendue infinie,
dans des conditions extrêmement compliquées. Donc, on parle de températures qui avoisinent les moins 50 degrés Celsius. Et pourtant, au village, avant qu'il ne parte, on l'a prévenu de faire attention. Il y a toujours un groupe d'anciens qui vont lui indiquer de ne pas voyager tout seul dans de telles conditions. Il va ignorer tout cela et il s'en va avec son matériel, avec son chien. Et on va suivre donc cet homme à travers les forêts, les collines, des chemins qui sont parfois techniques. On va aussi observer l'attitude du chien vis-à-vis de cet homme qui attend à chaque fois patiemment son maître, mais qui donne l'impression de savoir lui-même où il va, de connaître les dangers bien plus clairement que l'homme en soi. Et on va voir le danger qui va apparaître quand l'homme tombe accidentellement dans un trou d'eau gelée et il se mouille les pieds. Et par des conditions pareilles, c'est en fait une question de vie ou de mort, de rapidement préparer un feu de camp à l'abri. Il va y avoir un début de lutte contre la montre, peut-être même contre la mort. Et c'était une histoire, une nouvelle aussi, donc je me suis concentré sur des nouvelles en cette fin d'année avec des thèmes assez simples mais appréciables. Donc il y a pas mal sur la puissance de la nature, donc on le ressent, on ressent le froid. On est content de lire en fait ces histoires au coin du feu ou près du radiateur. Il y a le côté de l'orgueil où on va comprendre en lisant l'entièreté que cet homme était extrêmement sûr de ce qu'il faisait jusqu'à la fin, donc il n'a pas douté une minute, mais il y a un certain orgueil aussi. Et puis la beauté de l'instinct animal, on va voir du point de vue du chien. Donc, ça reste assez intéressant, avec une écriture qui est une écriture plutôt sobre et directe, plutôt un livre on peut voir que c'est vraiment un chef-d'œuvre du naturalisme, parce qu'on a un livre qui parvient à nous transmettre ses émotions en étant à nouveau très loin de la neige ou du froid. Dis Max, j'étais presque déçu en t'entendant ici parce que je me dis, le chien, Jack London, je m'attendais à ce que tu parles de Cro-Blanc quand même. Ça, je l'ai lu aussi. J'étais peut-être un peu moins convaincu, c'est peut-être un moins bon moment. Moi, je connais pas bien Jack London, même pas du tout pour ne l'avoir jamais lu. Du coup, visiblement, les chiens, c'est quelque chose qui l'intéresse. Oui, les chiens, les huskies surtout, et puis difficile de vivre dans le froid sans ces animaux. Alors, moi, je suis passé maintenant à mon numéro 6. Alors, il s'agit du Chagrin moderne, qui est un livre de Quentin Jardon. Quentin Jardon, c'est encore un premier roman, en fait, parce qu'il a déjà écrit, en fait, une sorte de biographie sur Robert Caillot, donc un Belge qui est un des créateurs d'Internet. Mais Quentin Jardon, on le connaît aussi, en tout cas, moi, il est cher à mon cœur, entre guillemets, en tant que co-créateur du magazine belge Wilfried, donc avec François Brabant. Et donc ici, il se lance dans la fiction, en fait, pour la première fois, avec ce premier roman sorti ici en septembre 2024, Le Chagrin moderne. Alors, de quoi est-il question ici? En fait, on a un humoriste belge, fin de la vingtaine, 28-29 ans, à qui tout semblait réussir, puis qui fait des petits stand-up en Belgique, et puis qui monte à Paris, etc. Et puis ça ne va plus, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est que le chagrin moderne? En fait, cet homme ne se sent plus bien dans sa vie, notamment parce que même si il a une femme, un enfant, mais il est presque pris par tous les problèmes du monde et en tout cas, il est très éco-anxieux. Une sorte de comme ça, sentiment de malaise toujours, il n'arrive plus à se projeter, il ne sait plus trop ce qu'il veut faire. Et voilà. Alors, tout ça est raconté, c'est très auto-centré, hein, donc c'est raconté à la première personne et il parle beaucoup de lui forcément. Et j'ai trouvé ça très. Le livre s'appelle Le Chagrin moderne, mais très dans l'air du temps en fait. J'ai l'impression que Quentin Jardon a vraiment saisi quelque chose. En tout cas, je ne vais pas dire chez tout le monde, en tout cas, mais dans cette génération, mais en tout cas quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps. Ben oui, quand on voit toutes les catastrophes et notamment tous les problèmes climatiques du fait du réchauffement de la planète, presque à quoi ça sert d'encore faire quelque chose puisque de toute façon on va droit dans le mur. Mais c'est raconté quand même avec de l'humour, donc on rit aussi pendant le roman. Donc c'est pas, on peut dire que ce soit plombant, mais c'est mélancolique effectivement par moment. Donc pour un premier roman, c'est publié chez Flammarion, donc c'est bien aussi pour un auteur belge comme ça d'arriver à trouver un éditeur français quand même qui a relativement reconnu, et c'est déjà assez bien maîtrisé de nouveau pour un premier roman. Voilà. Alors ensuite, mon numéro 5, c'est un livre qui s'appelle Jour de ressac de Maëlys de Kerangal. Alors, je pense que j'ai déjà eu l'occasion de parler de Maëlys de Kerangal ici, notamment pour son livre Réparer les vivants. Moi, c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup. J'ai déjà lu d'elle, au-delà de Réparer les vivants, qui est vraiment un grand chef-d'œuvre. J'ai lu Naissance d'un pont, j'ai déjà lu Corniche Kennedy qui a été aussi adapté au cinéma, tout comme Réparer les vivants d'ailleurs. Alors, Maëlys de Kerangal, c'est quelqu'un, je pense qu'il faut lire parce qu'elle a un style
très particulier qu'on reconnaît directement. Donc, c'est-à-dire que si, moi je suis certain, si on donne un passage, tout de suite on reconnaît que c'est elle. Souvent des très longues phrases avec beaucoup d'amplitude, parfois l'utilisation de termes un peu plus rares ou de précision comme ça dans sa phrase, et qui font que ça donne vraiment beaucoup d'emphase, beaucoup d'ampleur à tout ce qu'elle raconte. Pour moi, je trouve que c'est très difficile, je trouve, de décrire un style, mais je trouve que rien que pour ça, ça vaut la peine de la découvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? En fait, la narratrice reçoit un jour un coup de fil et on lui dit, on lui demande en fait, donc je ne sais plus où elle vit exactement, mais peut-être à Paris ou quelque chose comme ça, et on lui demande en fait de venir au Havre parce que dans le cadre d'une enquête de police. Elle est un peu étonnée, se rend sur place et là en fait, elle apprend qu'on a retrouvé le corps d'un homme, le corps sans vie d'un homme sur la plage. On ne sait pas qui c'est. Il n'y a pas de document d'identité, mais par contre, il y avait son numéro de téléphone, son numéro donc de GSM à elle, eh ben, qui était sur cet homme, qui était écrit sur un petit morceau de papier. Donc très très intriguant parce que comment est-ce qu'elle a pu, elle a quitté en plus le Havre depuis plus de 10 ans et qui est cet homme, comment est-ce que ça a pu, comment est-ce que son numéro a pu se retrouver là. Elle retourne en fait dans son passé et c'est l'occasion donc de revenir sur ce passé et en même temps aussi de parler de la ville du Havre, qui est une ville très particulière puisqu'elle a été complètement détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale à cause des bombardements et qu'il a fallu reconstruire rapidement et en entier, ce qui explique d'ailleurs toute l'architecture particulière de la ville. Et donc s'articule comme ça, entre guillemets, à la fois l'histoire de la ville et à la fois l'histoire de la narratrice. Et alors, est-ce qu'elle découvrira qui était cet homme, pourquoi? Ça, pour savoir tout ça, il faudra lire le roman, même s'il faut bien le dire que il faut pas lire ça, c'est pas pour le suspense en tout cas que ça vaut la peine, mais plus pour la réflexion, ce retour dans le passé pour la narratrice. Donc ça s'appelle Jour de ressac, c'est pas pour rien que voilà, le titre est de nouveau assez bien choisi. Et je recommande vraiment, hein, donc de toute façon, Maëlys de Kerangal, ça c'est vraiment c'est vraiment une autrice à lire. Voilà pour numéro 6 et mon numéro 5. Je me souviens bien de ce nom de cet auteur, en fait, mais je ne l'ai jamais lu, donc ça, ce sera peut-être pour 2025. Oui, ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine. D'accord. Alors, pour mon numéro 6, pour le 6e et pour le 5e, la catégorie ici, ce sera Ange et démon. Rien à voir avec Dan Brown, mais tu comprendras rapidement. Donc, le 6e, c'est Erasme. C'est une biographie écrite par Stefan Zweig, donc un auteur qui m'est assez cher. Et dans ce livre, l'auteur va explorer la vie et la pensée d'Erasme, en fait, donc de Desiderius Erasmus, une figure majeure de la Renaissance et un grand humaniste. Donc on va découvrir ou redécouvrir Erasme et en fait, on va le qualifier comme le plus anti-fanatique de tous, le premier Européen, un homme lettré qui aime et qui écrit la poésie, qui a une certaine connaissance des langues, qui voyage à travers toute l'Europe, qui pense à l'idée d'une Union européenne de manière spirituelle. C'est un des premiers réformateurs, peut-être même le seul qui vraiment chercha à rénover l'Église selon les lois de la raison. Et on va l'opposer dans ce livre, c'est l'histoire même, avec un grand H, à Martin Luther, qui est plutôt révolutionnaire, en comparaison d'un Erasme qui est plus pacifiste. On va en fait suivre ces deux destins en parallèle. Donc il y a les Germains contre les Latins, le Nord contre le Sud, et lui, il se place plutôt au milieu. Donc il décide de ne pas trop prendre position. Erasme, c'est quelqu'un de très posé qui cherche parfois à plaire à tout le monde. Donc, il est critiqué par Luther, mais l'état d'esprit d'Erasme, c'est à chaque fois de n'appartenir à personne. C'était vraiment l'homme qui se voulait pour soi-même, qui essayait de vaincre et de combattre la sottise humaine. Donc, il y a pas mal de citations assez courtes en latin, donc ça, je laisserai les passionnés regarder. Mais l'idée vraiment, c'est de suivre Erasme à travers ce combat contre le fanatisme. Il prône la raison à chaque fois, il est calme, il sait attendre, il sait persévérer. Il donne pas mal l'impression d'être l'exemple type de l'intellectuel assis qui est sans force par rapport à un Luther qui aime vociférer, une énergie brute presque primaire. Erasme, lui, se voit comme quelqu'un qui va montrer la voie, qui va éclairer les autres. Et c'est en fait grâce à son œuvre que la réforme va prendre forme au départ. Et on part du principe, en fait, les prémices, c'est vraiment les visiteurs de Rome qui
qui se rendent compte du faste dans lequel vivent les papes, les cardinaux, qui vivent en fait comme des princes italiens. Et on voit aussi que toute critique va mener au bûcher. Et l'idée, c'est que tout cela ne peut pas continuer. Donc, il faut un retour aux sources, un retour même à la pureté originelle des écrits. Et Erasme va avoir dans l'idée de traduire la Bible dans toutes les langues, parce qu'il se rend compte que la seule version qui existe, la Vulgate, c'est une traduction latine qui a été approuvée et autorisée par l'Église, mais elle a subi pas mal de modifications, d'adaptations, et sa valeur philologique est plutôt contestable. Donc lui, il veut retourner aux sources avec des textes qui sont plus proches du réel, et il décide que ces erreurs humaines ne peuvent entacher cette vérité. Il s'efforce donc de le traduire à nouveau. Et ce qui est intéressant dans cette autobiographie, c'est que Zweig va nous parler de la vie d'Erasme de manière très romancée. Donc, quand apparaît Luther au milieu du récit, je dirais que ce n'est pas par la petite porte, parce qu'on va nous annoncer qu'il est allé clouer ses 95 pages de revendications à la porte d'une église de Wittenberg, en Allemagne, que l'encre est d'ailleurs encore humide et que l'on va s'arracher ces feuillets, qu'ils vont passer de main en main. On imagine vraiment la scène, peut-être même sous une pluie battante. Et Luther, lui, veut se battre contre notamment l'injustice des indulgences. Donc on va voir que c'est une sorte de drainage de fonds qu'il estime illégitime par une puissance étrangère, par l'Église qui est basée à Rome. Donc ces fonds quittent l'Allemagne de l'époque, partent vers Rome, et ça résonne beaucoup au sein des concitoyens. On peut d'ailleurs même peut-être faire un parallèle avec le traité de Versailles. On imagine les réparations de guerre qui ont été trouvées comme étant injustes, oppressantes. Et d'ailleurs, suite à ces réparations notamment, elles furent le début d'une sorte de feu, de révolte en Allemagne, comme on sait. Et ce qui est intéressant entre Erasme et Luther, c'est que ces deux hommes, d'après ce qu'on nous raconte, ne se verront jamais. Ils ne vont faire qu'échanger par écrit. Comme on disait, Erasme, il est plus posé, Luther, il est plutôt bourru, presque même sanguin. Tout les oppose. Ils expliquent même que Erasme, il est même plutôt du côté des hommes qui seraient plutôt emmitouflés, tout le temps malades, un peu souffreteux, à l'opposé d'un Luther qui est plutôt robuste, une force de la nature même, si on peut dire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un moment en 1520 où il y a une sorte de discussion assez importante entre Luther, plusieurs princes et dirigeants de l'Église, et on demande son avis à Erasme. Donc là, Erasme avait en fait tout en main pour décider du futur de Luther et même de la réforme. Et comme d'habitude, il ne se prononce pas très clairement, ce qui laisse la porte ouverte à Luther et à ses idées pour se propager. Ce qui reste quand même aussi intéressant à bien comprendre, c'est que Erasme était devenu presque même le chouchou de l'Europe entière. Donc, on se battait pour avoir ses conseils, ses visites. En fait, on allait même le visiter lui-même. Il ne se déplaçait plus dans les cours des grands princes ou des rois. On le visitait, c'était vraiment l'importance qu'il avait. Il essayait de se détacher. Et c'est aussi une période où on commence à collectionner des tableaux, des manuscrits, et on va voir qu'on commence à aussi apprécier les œuvres artistiques. On se rend compte qu'elles vont survivre aux œuvres guerrières ou politiques. Donc c'est intéressant aussi de voir ce changement de ce point de vue-là. De manière générale, j'ai trouvé que c'était une biographie très intéressante de Stefan Zweig, qui va donc nous dépeindre Erasme comme étant cet intellectuel engagé, mais qui garde ses distances, et peut-être même un des premiers humanistes, mais qui malheureusement a péché par un manque d'activisme et d'action, même si on peut dire. Ça a l'air assez dense, assez touffu, c'est le cas? Oui, mais ça se lit, il y a pas, je dois dire, c'est quand même sûrement 300 pages, mais c'est Ah écrit oui. par Stefan Zweig, donc il a aussi cette qualité d'écriture et de prose de ne pas rendre les choses trop monotones. Il parvient vraiment à donner vie, donc à presque romancer cette histoire. On pourrait dire en Belgique, on a plutôt une approche parfois un peu distante de la religion, et pourtant ça a une histoire qui est assez prenante sur un fait historique qui pourrait être vu comme étant peut-être ennuyeux par certaines personnes. J'ai trouvé que c'était très prenant dans son fait. Donc, ce livre-là m'a bien convaincu, et je vais aussi regarder les autres biographies. Je sais qu'il a écrit sur, si je ne me trompe pas, Marie-Antoinette et peut-être encore d'autres personnalités. Je pense il a des films. J'étais au courant qu'il avait un certain talent, et il le prouve à nouveau pour sa biographie. Donc, ça reste un auteur auquel on peut faire confiance. Et alors, donc, on parlait donc ange et démon, c'était peut-être plutôt la partie religieuse ici. Donc, mon numéro 5, ce serait Le Horla de Guy de Maupassant. Et là, je vais être honnête, c'était, je pense, le premier
de Maupassant que j'avais l'occasion de lire, et j'ai été assez surpris, agréablement surpris même, parce qu'ici on va plonger dans un monde fascinant, même du fantastique, donc je ne m'attendais pas du tout à cela. L'or, là, ici, l'histoire d'un homme, le narrateur, qui vit une vie ordinaire en France, qui va tout d'un coup être frappé par une sorte de malédiction ou un mal, une présence invisible et malveillante qu'il va surnommer le Horla. Et cette entité semble avoir un pouvoir assez étrange sur lui. Donc, il va devenir petit à petit paranoïaque, désorienté. Au fur et à mesure, il va être en partie fasciné et terrorisé par ce qu'il se passe, et il va essayer de lutter contre cette présence invisible. Il va aussi vivre des phénomènes qui sont inexpliqués, des sensations de suffocation, de paralysie. Il a l'impression, quand il se réveille la nuit, que sa carafe d'eau a été vidée. Il s'enferme à double tour dans sa chambre, il bloque les volets, rien n'y fait. Il y a vraiment des choses très particulières. Et donc, il va chercher pas mal de réponses. Il va consulter des médecins, mais tous ces diagnostics sont sans fondement. Donc, il a l'impression de sombrer en fait petit à petit dans la folie. Il commence à douter même de la nature de la réalité. Et donc cette frontière entre la réalité et la folie est assez intéressante, avec une peur irrationnelle de l'invisible. Et j'étais assez surpris par cet écrit, donc, qui date évidemment, mais je ne m'attendais pas à lire ce genre d'histoire écrite à l'époque. Ça reste aussi une nouvelle, donc c'est assez court, ça peut se lire en 1 heure, en 1 ou 2 heures, mais c'est une belle histoire aussi. Est-ce que tu en as des souvenirs, Thibaut? Tu as eu J'ai l'occasion de le jamais lire? lu. Non? Non, j'ai jamais lu. Maupassant, j'ai pas un très très bon souvenir en fait, mais je me suis jamais trop replongé dedans, pour être honnête. Qu'as-tu lu ou qu'as-tu eu l'occasion Pierre et d'étudier? Jean, j'avais lu ça avec D'accord. mes. Oh, je me rappelle, ça m'avait ennuyé, quoi, vraiment au plus haut point. J'ai pas trop compris pourquoi on nous avait donné ça à lire d'ailleurs, parce que je pense que si on veut faire lire Maupassant à des élèves, il vaut mieux donner quelque chose un peu plus passionnant. Soit il a écrit des choses plus courtes, plus vivantes entre guillemets que ce livre-là, quoi. Oui. Du coup, Il a écrit beaucoup de choses, Maupassant, hein, donc il y a vraiment moyen de choisir quelque chose un peu, voilà, un peu mieux, je pense, pour des élèves. Mais bon, voilà. d'accord. Bah, du coup, je peux conseiller le Horla. Laure, là, très bien, c'est noté alors. Alors moi, pour ma numéro 4 et 3, alors malheureusement, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est des livres dont j'ai déjà parlé, c'est le podcast précédent ou un des précédents, quand il était question de justice. Mais ce sont 2 livres qui sont sortis en 2024 qui, je pense, sont importants et qui se sont fait beaucoup remarquer et qui, depuis qu'on a enregistré, en fait, ont continué à se faire remarquer, ont continué à bien se vendre. Donc, ce sont à la fois des succès critiques et publics. Hein, c'est pas toujours le cas, mais je trouve toujours chouette, en fait, quand les deux se rencontrent aussi bien. Et surtout, je pense que justement, pendant ces fêtes, ce sont 2 livres qui sans doute ont été beaucoup offerts ici. Donc peut-être si les auditeurs nous écoutent, ont reçu ces livres et ne les ont pas encore lus, de quoi peut-être leur donner encore plus envie de les commencer. Alors je vais commencer par Houri de Kamel Daoud, où là il est question en fait de la guerre d'Algérie, guerre qui n'est pas très très connue en fait. Hein, moi dont je n'avais jamais entendu parler en fait avant de lire ce livre. Guerre qui s'est produite, guerre civile pendant les années 90. Et aujourd'hui, en Algérie, il est interdit d'en parler, en fait. Hein. Donc, quand Bouteflika est arrivé au pouvoir, eh ben, il y a une charte pour la réconciliation, je ne sais plus trop comment elle s'appelle, qui a été adoptée. Et donc, on a amnistié toute une série de terroristes et on a décidé de faire table rase du passé. Donc, on n'est pas du tout dans un processus où on admet les crimes, on essaye de, entre guillemets, de vivre en essayant de réconcilier effectivement les choses, comme ça s'est passé en Afrique du Sud. Là, on n'en parle plus et c'est comme si ça n'avait jamais existé. Et ça, c'est raconté à travers l'histoire d'une femme qui s'appelle Aube et qui en fait est enceinte et a envie d'avorter. Avortement qui, en Algérie, est très très compliqué, voire quasi impossible, en fait. Et le roman, en fait, est une sorte de monologue où elle parle en fait au bébé dont elle veut se débarrasser en lui disant qu'elle ne veut pas lui donner, notamment, elle ne veut pas la faire vivre ici, etc. Mais donc ça vaut vraiment pour l'évocation de cette guerre d'Algérie. Alors, entre le moment où on a enregistré et aujourd'hui, l'auteur s'est fait un peu inquiéter puisqu'on l'accuse aujourd'hui d'avoir repris sans le consentement l'histoire, une histoire réelle en fait. Et donc aujourd'hui, on a une personne qui se plaint que l'histoire qu'elle avait racontée à sa psychologue, qui est la femme de Kamel Daoud, si je me souviens bien, ou quelque chose comme ça,
était utilisé à des fins littéraires sans son consentement. Vrai ou pas, en tout cas, c'est un livre qui dérange fortement en Algérie puisqu'il est interdit, donc il n'est pas sorti là-bas. On a vu par ailleurs que aujourd'hui Boualem Sansal avait été emprisonné en Algérie, donc ce n'est voilà, on parle pas, c'est pas comme en Belgique, en tout cas on parle peu de l'Algérie. En France forcément c'est très différent. Mais quand on voit tout ça, on se dit quand même qu'à proximité de nouveau on a une dictature dont on n'avait pas vraiment conscience en fait. En tout cas pour ma part. C'est très très bien raconté, là, c'est bien écrit. C'est relativement long, c'est un peu plus long ici parce qu'on a un peu plus de 400 pages. Vraiment ça a beaucoup d'ampleur et c'est un livre à lire je pense, un livre important aussi. Et alors en numéro 3 on a Jacaranda de Gaël Faye. Alors, je dois dire que j'adore Gaël Faye déjà, parce que je trouve que c'est un artiste hyper complet. Donc, écrivain, donc ici, donc c'est son deuxième livre, puisqu'il a sorti Petit Pays. Et en plus de ça, c'est aussi un rappeur. Je trouve qu'il écrit très bien aussi quand les textes qu'il chante sont vraiment très très bien écrits. Il a fait aussi une collaboration ils ont chanté à trois avec Grand Corps Malade et Ben Mazué, si je me souviens bien. Voilà, c'était un nouveau projet aussi. Donc, voilà, d'un point de vue artistique, je trouve que c'est quelqu'un d'hyper chouette, hyper intéressant. Et quand on moi, c'est vraiment le type d'auteur, je trouve, qu'on a envie de rencontrer, en tout cas, parce que c'est quelqu'un qui a l'air aussi extrêmement sympathique. Il fait beaucoup de rencontres, d'ailleurs, avec ses lecteurs. Pas sûr d'avoir vu que c'était le cas en Belgique, mais bon, voilà. Ça, je trouve que ça fait partie des auteurs que moi, en tout cas, j'aurais envie de rencontrer. Alors, ici, les questions du Rwanda et cette fois-ci, pas exactement de guerre civile, mais en tout cas du génocide qui a eu lieu. Et c'est raconté à travers l'histoire, donc à travers 4 générations en fait. Donc un peu comme dans Petit Pays qui là se passait au Burundi. Tout l'art de Gaël Faye, c'est de mêler petite et grande histoire, puisqu'on a une famille. Comment en fait ce génocide s'est marqué dans sa famille. Dans cette famille, quand je dis sa famille, c'est la famille du personnage principal, puisque ce ne sont pas des romans autobiographiques du tout. Il peut y avoir des éléments qui sont inspirés de sa vie, certes, mais ce ne sont pas des autobiographies, ces 2 livres. Alors, ici, dans Jacaranda, on a en fait le commencement, c'est un jeune homme qui vit à Paris, si je me souviens bien, mais en tout cas en France, qui fait face en fait à donc, sa mère qui est rwandaise, qui ne parle jamais en fait de son passé. Il se heurte toujours à ce silence, elle ne répond jamais à ses questions, jusqu'au jour où finalement, ils se rendent tous les deux au Rwanda et là vont découvrir un peu le pays, les cicatrices du passé qui est toujours bien présent et combien ce génocide a marqué jusqu'à aujourd'hui forcément la société du Rwanda. C'est aussi assez bien raconté, c'est assez fluide. Ça parle de beaucoup de choses assez essentielles. Il y a pas mal d'émotions aussi dedans. Voilà, Gaël Faye, je sais aussi que c'est un auteur qui passe très très bien, y compris pour des gens qui n'ont pas spécialement l'habitude de lire. Donc c'est plus facile d'accès que le Houri dont j'ai parlé juste avant. Et je trouve qu'on est vraiment plus devant un livre qu'on peut mettre presque entre toutes les mains parce que ça permet, il y a une certaine ambition quand même littéraire, mais malgré tout c'est facile à lire, c'est intéressant. Et voilà, ça permet de découvrir un artiste très complet, Gaël Faye. D'accord. C'est aussi sur ma liste pour 2025. Ah oui, je trouve que c'est un livre qui passe bien aussi chez les élèves. Donc celui-là, je ne sais pas, mais en tout cas Petit Pays, le précédent, même pour des gens qui n'ont pas l'habitude de lire, Gaël Faye, ça passe assez bien. Donc ça, c'est important à signaler aussi, je trouve. Ok. Bon, c'est pas pour te poser une colle d'un point de vue étymologique, mais tu parlais de rappeur, mais étant donné qu'il bosse pas mal avec Grand Corps Malade, ce serait pas plutôt un slammer? Je pense qu'il se définit parce qu'il chante plus que Grand Corps Malade qui déclame. D'accord. Gaël Faye, il chante vraiment. Et parfois, d'ailleurs, je dis rappeur, mais c'est peut-être un peu réducteur parce que quand on l'écoute, en fait, ces chansons, c'est pas que du rap, parce que je suis pas très fan de rap pour être très honnête. Donc, si c'était le pur rap, entre guillemets, moi, je n'écouterais pas, quoi. Alors pour mon 4e et mon 3e, donc ici la sous-catégorie, ce serait sûrement la célébrité. Le 4e, Petit déjeuner chez Tiffany, donc Breakfast at Tiffany's de Truman Capote. Et donc en fait, c'est un roman emblématique de Truman Capote avec Cold Blood, donc de sang-froid, sûrement c'est 2 plus connus. Il a été publié en 1958 et immortalisé au cinéma en 1961 avec Audrey Hepburn. Et dans ce livre, on va nous raconter l'histoire de Holly Golightly. C'est une jeune femme qui est excentrique, plutôt insaisissable. Elle vit à New York et elle fréquente les hauts cercles de la société. Elle passe ses journées à flâner dans le luxueux magasin Tiffany & Co, où on va en fait comprendre qu'elle se réfugie pour échapper à ses angoisses, pour échapper au monde. Et bien qu'elle ait une vie assez légère, plutôt glamour,
elle cache une réalité, en réalité une grande vulnérabilité. Elle a des blessures qu'on comprend être assez profondes. Ne nous raconte pas l'entièreté, mais on comprend que elle a un passé qui n'est pas facile. Et le narrateur, qui est en fait un écrivain sans nom, qui la rencontre et se lie d'amitié avec elle un peu par hasard, il devient vraiment passionné par sa personnalité. Et il va, de la ligne de touche, en fait, observer ses contradictions. Elle est d'un côté indépendante, mais elle est fragile. Elle dépend aussi parfois de l'aide financière de certains mécènes, de certains amis ou de certains amants, c'est jamais très clair. Elle est insouciante, mais elle a aussi besoin de pas mal d'affection. Donc c'est ce passé qui est assez compliqué, qui est marqué par la pauvreté, on va comprendre, par aussi un mariage difficile également, va la pousser à fuir tout engagement. Donc on parlait du manque d'engagement peut-être d'Erasme, ici c'est un engagement totalement différent, bien qu'elle cherche aussi l'amour et un certain sens à sa vie. Donc c'est une histoire, on comprend que c'est quelqu'un battre ou se débattre avec ses démons, donc elle cherche une certaine identité. Il y a la solitude, peut-être une quête d'amour, d'une vie plus simple. Et il y a cette illusion des richesses. Donc, elle peut s'acheter un peu tout ce qu'elle veut, mais pour autant, ça ne comble pas un manque qui existe. Donc, en lisant ça, bien que je n'ai jamais vu le film, j'imaginais bien Audrey Hepburn jouer ce rôle-là. Et je pense que je vais essayer aussi de voir le film en 2025 parce que je serais curieux de comparer mon imaginaire et la réalité du film. Eh ben, tu sais que je ne savais pas que c'était un livre. Moi, je n'ai pas vu le film, mais je connaissais de nom le film, sans savoir qu'il en existait un livre. Oui, c'est fou de se dire que c'est un. Est-ce que tu as vu le film? Non. Non? C'est vraiment une œuvre qui est restée parce qu'elle est sortie donc en 61, si on parle du film. Et c'est quelque chose qui, plus de 50 ans plus tard, existe, existe Mhm. vraiment dans l'imaginaire et dans la connaissance de presque tout un chacun. Donc, la force d'une histoire assez courte également. On parle aussi d'un roman qui fait 200 pages peut-être maximum, qui laisse une marque d'un personnage attachant et complexe. Et alors, en parlant de célébrité, de richesse, peut-être un autre alors, ce serait Entrances and Exits, donc entrée et sortie. C'est une œuvre autobiographique de Michael Richards qui a été publiée en 2024. Donc Michael Richards, on le connaît pour son rôle emblématique de Cosmo Kramer dans la série télévisée Seinfeld. Et l'auteur ici, Richards, va retracer son parcours professionnel et personnel, offrant une introspection sur sa carrière, ses succès, ses échecs et quelques leçons tirées aussi des expériences. Donc ici, c'est une œuvre qui débute dans les années 60-70. On va comprendre un peu son enfance. On va aussi découvrir ses difficultés avec sa famille, une vie qui n'est pas facile dès le départ. Il va partager pas mal d'anecdotes sur la création et le développement de ses personnages, la manière dont il se plonge vraiment dans ce qu'on pourrait dire le method acting aussi, pour essayer d'incarner le personnage de Kramer. Et il va partager pas mal de coulisses fascinantes sur la série, avec aussi une honnêteté assez impressionnante. Donc, quand on pense à des autobiographies écrites par des acteurs ou des comédiens, on s'attend toujours à quelque chose de très lisse, même écrit par comment dire, un ghostwriter. Et ici, on sent qu'il a fait partie de l'histoire. Est-ce qu'il a écrit le livre en entièreté ou pas? Ça, c'est difficile à dire, on ne le saura peut-être jamais, mais on sent vraiment sa patte et sa présence dans l'écriture du livre. Il y aura aussi un chapitre significatif sur l'incident, donc en 2006, où Richards, malheureusement, faisait un tour de stand-up et il a eu des propos racistes lors d'un spectacle. Il a eu un conflit avec des membres du public et il a eu des propos racistes qui, par la suite, ont un peu coulé sa carrière, lui qui était tout en haut de l'échelle à ce moment-là. Et ce qui est triste à voir, c'est qu'il ne s'en est jamais remis. Donc, c'est un poids qui lui est resté, quelque chose, malgré ses plusieurs annonces pour demander pardon, pour essayer de laver cet affront, de se faire pardonner. Il ne s'en est jamais remis. Donc, c'est une carrière qui s'est arrêtée net en 2006, mais avec un livre qui, de manière générale, offre une réflexion assez intéressante sur son évolution personnelle, qui offre une vision plutôt nuancée d'un homme de spectacle. Et alors peut-être pour le comparer aussi, donc c'est un acteur qui a cette capacité, comme peut-être Jim Carrey et Rowan Atkinson, d'avoir ce côté
humour physique. Donc, c'est pas avec les faciès, avec ce qu'on appelle physical comedy, donc une certaine énergie, des mouvements qui sont qu'on ne peut prédire, donc des mouvements très spécifiques, des personnages qui sont un peu misfits, qui sont très particuliers, un peu vraiment différents des autres, et comment dire, un timing très spécifique aussi dans son humour. Donc, il parvient à délivrer des répliques de manière très précise, et ça reste chaque fois très humoristique. Donc ça, c'était pour entrée et sortie, donc Entrances and Exits de Michael Richards. Je voulais préciser ici, en fait, le livre est sorti encore qu'en anglais actuellement, puisque c'est une sortie de cette année. Et je ne sais pas si on peut espérer une sortie en français, en fait, parce que c'est quand même quelqu'un de fort marqué américain. Mais en tout cas, je ne suis pas sûr que. Enfin, moi, je ne le connais pas très bien, donc je ne suis pas sûr que ce soit quelqu'un de très connu ici en France, en Belgique. Est-ce que tu connais la série? Ça te parle? Et je ne suis pas très série, moi, donc D'accord. pour ça, je ne suis pas une bonne référence, malheureusement. Ouais. Et disons que c'est en fait une série qui est sortie 2 ou 3 années avant Friends et qui a un petit peu aussi le même genre de setup. Donc, un groupe d'amis. La différence ici, c'est que ce sont des gens qui sont un petit peu névrosés. Donc, ils sont presque misanthropes, ils détestent tout à part eux-mêmes. Et donc, c'est en fait une série qui est sur rien. Donc, le thème, c'est simplement vivre ensemble. Ça n'a pas le côté feel good de Friends. C'est plutôt un peu les petites choses du quotidien qui peuvent énerver, mais avec toujours un côté comique très important. Du coup, ça résonne peut-être un peu moins pour une audience internationale, bien que ce soit quand même une série très connue. Donc, niveau popularité, c'est sûrement presque au niveau de Friends, mais ça fonctionne un peu moins au niveau traduction. Donc, je pense qu'en français, ça ne sonnerait peut-être pas toujours très bien, mais ça reste aussi au panthéon de la comédie. Donc, à ton tour alors. Ouais, moi je vais terminer avec mon numéro 2 et mon numéro 1, donc grand suspense. Alors en numéro 2, c'est encore un prix littéraire, je ne l'ai pas fait exprès, hein, je ne lis pas tous chaque année, mais ici c'est encore un roman qui s'est fait très très fort remarquer, qui s'appelle Le rêve du jaguar de Miguel Bonnefoy, qui est déjà un auteur assez connu, qui était assez connu puisque je pense qu'il avait déjà remporté un prix, d'autres prix avant. Ici, il a eu à la fois le prix Femina et le Grand Prix de l'Académie française. Et c'est un livre qui se vend aussi assez bien, hein, donc qui est fort apprécié. On est dans du pur Miguel Bonnefoy pour avoir déjà lu un avant, donc avec une grande histoire. Donc c'est-à-dire que même si c'est pas très long, hein, c'est 300 pages, mais on a une histoire sur plusieurs générations avec beaucoup d'aventures. Et ça commence en fait par donc on est au Venezuela, une ville qui s'appelle Maracaibo, et en fait il y a une mendiante qui est aussi muette, qui voit un nouveau-né comme ça, qui a été abandonné au pied d'une église. Et au début, ça l'embête parce qu'elle voilà, ne veut pas s'en occuper. Et finalement, elle le prend, elle commence à l'élever. Et en fait, ce nouveau-né, donc qui va s'appeler Antonio, va connaître un destin tout à fait exceptionnel, puisqu'il va vivre de petits boulots, petits métiers au début. Il va revendre des cigarettes, il va travailler dans une maison close aussi à un moment, et finalement devenir un des plus grands chirurgiens du Venezuela. Alors c'est romancé, certes, mais c'est assez vrai aussi, parce qu'en fait ce chirurgien a vraiment existé, et c'est la famille en fait de l'auteur. Donc c'est très très romancé, hein, donc ça il ne s'en cache pas, hein, ça dans sa manière de raconter. Mais voilà, donc on a un destin comme ça tout à fait exceptionnel, et puis il va rencontrer une fille, ils auront un enfant, une fille en l'occurrence qui s'appelle qu'on va appeler Venezuela, et finalement on aura encore une génération après. Alors, dans le côté flamboyance du style, flamboyance des histoires, etc., et la guerre aussi, parce qu'il va y avoir un peu la guerre aussi, moi ça m'a fait un peu penser à Garcia Marquez, Cent ans de solitude, hein. Je trouve qu'il y a une certaine filiation, même si c'est moins tragique, hein. Ici on est plus dans le côté, on a plus un côté merveilleux, un côté conte, alors que Cent ans de solitude, voilà, finalement on est plus dans, pas aller jusqu'au drame, mais en tout cas, on n'a pas ce côté léger qu'on retrouve chez Miguel Bonnefoy. Et oui, il n'y en a pas le tragique ici. Ce qui est vraiment très très chouette, c'est que c'est très enlevé, il y a beaucoup de rythme, c'est très vivant, il se passe plein de choses, et raconté presque à la manière d'un conte, très très plaisant à lire. Moi, je pense que c'est une lecture qui peut fonctionner de nouveau chez beaucoup de gens, y compris chez des gens qui n'ont pas spécialement l'habitude de lire. C'est malgré tout très bien écrit aussi. Donc voilà, moi je trouve que c'est aussi
Ça, si les gens ont peut-être reçu ça pour les fêtes, hein, puisque c'était de nouveau un des prix littéraires, c'est une très bonne lecture, je trouve, à offrir ici. Et alors pour mon numéro 1, là c'est vraiment une surprise parce que je m'attendais vraiment pas à le mettre tout en haut comme ça et voilà, de découvrir quelque chose d'aussi exceptionnel. Alors ça s'appelle Les gens qui rêvent et c'est un livre de Guillaume Martin. Alors Guillaume Martin, ben, c'est quelqu'un qu'on connaît pour d'autres choses puisque c'est un coureur cycliste français, un des meilleurs coureurs cyclistes français d'ailleurs du moment, grimpeur. Il a déjà terminé 8e du Tour de France, c'était en 2020 ou 2021. Il a obtenu il était meilleur grimpeur une année au Tour d'Espagne et la Vuelta. C'est quelqu'un de très très régulier en cyclisme. Il manque juste peut-être un peu d'explosivité qui lui permette de gagner un peu plus, hein, parce que c'est pas, voilà, ça c'est la chose qui lui manque, mais c'est quelqu'un d'hyper régulier. En fait, on est certain que de toute façon, il va bien terminer, parce que voilà, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Et or, par ailleurs, il a un master de philo, donc il est depuis le début. Donc, il a déjà écrit plusieurs ouvrages là-dessus, notamment Socrate à vélo et La Société du peloton, si je me souviens bien. Je n'ai pas lu, mais là, c'est plus, là c'était vraiment des essais quoi, de philo. Alors, mêlé au cyclisme, évidemment, qui est son métier. Mais ici, c'est un premier roman, hein, donc c'est un roman qu'il a écrit. Et c'est articulé, je veux dire, il y a 3 dimensions, en tout cas, à ce roman. Alors, une première, ben, c'est lui, il parle de lui, hein, un peu de son histoire, hein, voilà, où il raconte un peu, ben, ouais, au début, le jeune cycliste insouciant qui aujourd'hui se pose des questions sur son métier. La deuxième chose, la deuxième dimension, c'est un peu l'histoire de son père, où là, on a quelque chose de plus... autant sa propre histoire à Guillaume Martin, il ne raconte pas tellement, c'est surtout des réflexions sur son métier, sur sa vie, et pas tant une autobiographie. Autant sur son père, là, on a plus l'aspect biographique. Et enfin, troisième dimension, c'est au XVIe siècle, l'histoire d'un érudit humaniste, complètement tombé dans l'oubli. Hein, personne ne connaît. Je dois reconnaître que j'ai même oublié son nom là tout de suite. Et pourquoi est-ce qu'il parle de lui en fait? C'est parce que cet homme, cet érudit, a vécu dans un domaine qui s'appelle la Bauderie, dans un coin de Normandie qu'on appelle la Suisse normande, parce que ça monte pas mal de ce côté-là, paraît-il. Donc, excellente route pour s'entraîner au demeurant quand on fait du vélo. Et la Bauderie, en fait, est un domaine dans lequel le père de Guillaume Martin s'est établi. Et donc, c'est tout un domaine. Et Guillaume Martin vit aussi là-bas. Et d'ailleurs, il y a des chambres d'hôtes. Je pense qu'il est possible de séjourner sur place. Et donc, ce qui réunit un peu ces 3 époques, c'est ça. Pas que, puisqu'on découvrira aussi d'autres choses qui unissent ces trois destinées. Alors, on pourrait se dire, oh, un cycliste qui écrit sur lui-même... Enfin, voilà, on parlait tout à l'heure du fait que oui, ça va être, on va pas assez peu de recul, ça va être presque géographique. Ben, pas du tout. En fait, ce qui est vraiment très très étonnant, c'est à quel point Guillaume Martin a du recul sur lui-même, sur son métier. Je me permets de citer un ou deux extraits, enfin, une ou deux phrases, parce que ça m'avait marqué qu'un cycliste je ne sais pas si on peut considérer comme un champion, c'est peut-être pas un Mathieu Van Der Poel ou je sais pas, un Wout van Aert, un Remco Evenepoel, mais on a quand même, voilà, ça reste quand même un des grands noms du cyclisme aujourd'hui. Et il dit par exemple, je suis bien conscient que le cycliste adolescent que j'ai décrit, parcourant innocemment la Suisse normande, sans souci futur ni présent, est une image idéalisée que je reconstruis de moi-même, nostalgique et mensongère. Alors quand il parle de son métier aussi, il parle de toutes ces journées à attendre, puisque ben oui, ils attendent beaucoup le moment où la course commence. Le fait qu'il parle aussi d'écologie parce que ben, il a bien conscience que ben, il faut parfois se déplacer juste pour une course, on prend l'avion, on le reprend le lendemain juste pour permettre d'aller un peu plus vite. Et alors, même si c'est quelqu'un comme ça, d'un assez bon cycliste, il dit aussi, ce n'est que plus tard que j'ai pris conscience de la chance que j'avais eue et que mon destin était avant tout le fait d'heureux accidents, de chanceuses rencontres. Quel champion cycliste aujourd'hui tiendrait ce discours-là? Ben moi j'en connais. Enfin moi comme ça je vois pas. Donc ça illustre vraiment toute la modestie qui transparaît dans son récit, qui est assez incroyable je trouve pour quelqu'un comme ça. Alors on pourrait évidemment quand on a un master de philo, c'est quelqu'un qui doit avoir l'habitude d'écrire et effectivement c'est très très bien écrit. Il y a vraiment, c'est un premier roman, mais il y a rien il y a rien à envier à des auteurs déjà établis. Moi, ça m'a fait aussi un peu penser à Stéphane Hertmans, auteur belge, je ne sais plus si on en a déjà parlé ici, qui a un peu cette approche à la fois partir sur l'histoire de quelqu'un, d'un lieu, de personnes, et en même temps articuler ça avec sa propre histoire. Donc c'est mêler comme ça des traces un peu éparses du passé et en même temps son histoire propre.
Et cet auteur belge le fait déjà très très bien. Bon, ici, maintenant, il a plusieurs romans à son actif. Ici, c'est quand même qu'un premier roman de nouveau. Voilà, et alors, donc, je disais, il y a 3 destinées, donc c'est pas 3 parties les unes après les autres, tout s'articule. Et alors, c'est fluide à chaque fois dans toutes les transitions qui sont faites. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de profondeur. Et je répète, mais tellement inattendu de la part d'un. On s'attendait pas à ça d'un cycliste, quoi. Et voilà, donc ça, c'est vraiment la grosse surprise de l'année. Et c'est pour ça que j'ai mis en numéro 1, parce que je voulais vraiment le mettre en évidence. Parce que c'est pas quelqu'un de Guillaume Martin extrêmement charismatique, donc qui va faire le show, qui va faire énormément d'interviews. Pas du tout, c'est plutôt quelqu'un qui semble introverti. Hein. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui adore vraiment les interviews ou des choses comme ça. Et donc d'autant plus, c'est d'autant plus riche de découvrir quelqu'un comme ça dans ce livre. Et, ouais, et je pense que ça peut plaire à la fois à des passionnés de cyclisme qui verront un peu les coulisses et qui verront que oui, tout n'est pas toujours rose, hein, et que certes, Guillaume Martin se rend compte qu'il a de la chance, mais en même temps, il y a aussi des sacrifices. Hein, voilà, quand on se retrouve sur les hauts qu'il pleut tout le temps, que c'est dangereux, etc., ouais, ça se pose des questions quand même sur la pratique. Problème d'écologie dont j'ai parlé aussi un peu avant. Et en même temps, je pense que les gens qui recherchent vraiment de la littérature, du style, pourront être comblés aussi par le fait que ça articule plusieurs dimensions, que c'est extrêmement bien écrit, que c'est fluide dans les transitions. Et voilà, donc très belle surprise. Donc ça s'appelle Les gens qui rêvent et c'est de Guillaume Martin Guillonnet. Je pense que c'est le nom. Guillonnet, c'est le nom de sa mère qu'il a ajouté donc ici pour sortir ce livre. D'accord, très intéressant. Je veux dire, de mon côté, ce qui m'impressionne vraiment, c'est de voir que après tous ces entraînements, avant ou après, d'avoir cette force et cette énergie ou cette envie d'écrire. Parce qu'on pourrait se dire, on pourrait simplement passer des heures à se reposer, à faire la sieste, peut-être à même passer son temps sur Instagram ou regarder des films. Et ici, on a quelqu'un qui décide de s'asseoir, ou peut-être même de rester couché, mais d'écrire des livres. Et ça, il faut quand même trouver cette énergie, cette envie après avoir fait des efforts intenses. Ça Tout à fait. m'impressionne. Tout à fait. Et mais lui, il dit après, il n'est pas très réseaux sociaux, donc il n'aime pas trop ça. Donc, à mon avis, c'est pas le genre à scroller sur Instagram, justement, Ouais, même s'il a un compte, mais voilà, c'est pas tout à fait le genre. Il explique aussi il dort pas très bien, en fait. C'est quelqu'un qui a des insomnies aussi. Donc, à mon avis, voilà, quand comme ça, il s'ennuie, mais en tout cas, peut-être qu'il ne parvient pas à trouver le sommeil. À mon avis, il doit se remettre à sa table d'écriture à certains moments aussi. d'accord. Ok, ça explique ça alors. Et alors, dans mon cas, mais peut-être il y a une certaine étrangeté donc, dans ce profil dont tu viens de parler. Et pour faire la transition, ma dernière sous-catégorie, ce serait l'étrangeté du monde. Et pour en parler, je vais te présenter mon numéro 2. Ce sera La femme gauchère de Peter Handke, qu'on connaît, prix Nobel en 2019, un prix Nobel un petit peu aussi controversé. Et c'est un roman ici, c'est le tout premier roman que je lis de cet auteur-ci. C'est un roman énigmatique qui va nous inviter à une certaine réflexion sur la solitude et sur la liberté. Et on va commencer assez rapidement avec Marianne, une femme qui est mariée, qui a un jeune fils également, et son mari va revenir d'un voyage d'affaires. Et assez rapidement, elle a une sorte d'illumination et elle prend une décision radicale et plutôt inexplicable et elle va lui demander de s'en aller. Elle veut se réapproprier sa vie. Elle choisit d'être seule, de vivre uniquement avec son fils, mais c'est une sorte de liberté qui est assez floue. Et c'est d'ailleurs même, je trouve, avec une sorte de simplicité assez spéciale que Peter Handke va nous expliquer ces différents gestes, petits événements du quotidien vont avoir une dimension assez tragique. On a l'impression qu'à chaque page, on va apprendre qu'elle sera en pleurs ou qu'elle va commencer à rire de manière inexpliquée. Donc il y a une sorte de tension très spéciale, un brouillard même. Elle va retrouver son travail de traductrice, s'occuper de son fils et faire quelques rencontres personnelles et professionnelles pour essayer de renouveler cette indépendance. Sa vie va reprendre cours, mais d'une manière très différente. C'est une atmosphère très étrange, donc je dirais même presque irréelle, avec des personnages qui sont comme déconnectés de leurs émotions et qui ont des réactions assez lentes et parfois même décalées. Tout cela prend place dans une sorte de lotissement dans une banlieue dans les années 1970. On imagine bien peut-être une banlieue de Vienne ou en Allemagne. Et c'est un cadre qui va mélanger une certaine modernité avec une rudesse. Moi, j'imaginais directement l'Europe centrale et les styles plutôt brutalistes. Et
Marianne, on va voir, se libère donc de plusieurs rôles qui lui ont été imposés et reprendre contrôle sur sa vie. Mais c'est aussi un roman qui questionne peut-être la difficulté de vivre en accord avec soi-même. Donc elle a aussi plusieurs, peut-être même démons en interne. Donc il y a une certaine envie de solitude, mais besoin de vivre en communauté. Et cette impossibilité de se connecter de manière assez profonde avec d'autres personnes. C'est une lecture que j'ai trouvée assez étrange. Et de par le thème, elle m'a rappelé La moustache d'Emmanuel Carrère, dont on avait parlé précédemment, où du jour au lendemain, donc, un homme décide de se raser la moustache, mais personne autour de lui ne commente ce fait. Et il a l'impression de tomber petit à petit dans la folie. Donc, j'ai même pensé que l'histoire a été écrite par le même auteur, étant donné que les thèmes semblaient très similaires. Ce sont à chaque fois des récits assez courts, mais dont on se souvient pendant très longtemps. Euh, Moi, j'ai une question parce que moi, j'ai jamais lu Peter Handke et c'est amusant que tu en parles parce que je lis en ce moment un livre de Patrick Modiano pour changer. Il est sorti, je pense, il y a ouais, même une trentaine d'années. Et alors, le livre est dédié à Peter Handke, justement. Ça m'incite à le lire parce que je ne l'ai jamais lu. Moi, je me demandais, est-ce que tu en as lu d'autres d'abord et est-ce que du coup, c'est un livre qui est représentatif de son œuvre ou qui est vu comme tel si tu n'en as pas lu d'autres? C'est mon tout premier. Et Mhm. d'ailleurs, c'est sympa que tu fasses un lien avec Modiano parce que, enfin, il faudra que tu le lises pour donner ton avis, mais on pourrait par moment penser que ça a été aussi écrit par Modiano. Il y a une certaine mélancolie par moment, un certain trouble. Donc, avec Modiano, on est un peu toujours dans le brouillard. Donc, il y a des non-dits. Évidemment, ici, cette femme prend cette décision, une sorte d'illumination, une décision radicale, mais c'est très posé. Donc, elle demande simplement à son mari de s'en aller. Elle veut vivre seule. Il n'y aura pas d'autre explication. On s'arrête là, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de violence. Lui accepte ça aussi sans broncher et elle continue sa vie. Donc, on pourrait presque mélanger ces deux auteurs et le style, la prose reste assez semblable. Ok, très bien. Donc, Ça, je le note alors. c'est assez troublant. C'est un petit peu l'histoire vraiment est aux confins entre ce que Carrère aurait pu écrire et peut-être Modiano dans ce cas-là. Et alors mon numéro un, ce serait pour une fois une bande dessinée. Je l'ai lu aussi, c'était sur ma liste depuis de nombreuses années, étant donné que la note était tellement bonne sur Goodreads, je m'étais dit que je devais la passer en revue. C'est une bande dessinée, Zai 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 Zai, de Fab Caro. Et donc, c'est une grande première. Pour moi, je n'avais jamais lu Fab Caro. Et on va se plonger ici dans un monde de tous les jours, à moins que on suit un père de famille qui est dans une grande surface. Il termine de faire ses courses, il s'apprête à payer à la caisse. Et là, en fait, c'est le drame. On lui demande sa carte de fidélité, la carte du magasin. Il va tâter ses poches. Il regarde dans son portefeuille. Rien. Impossible à trouver. Et la caissière va directement faire, elle a un petit sourire un petit peu gêné, mais elle appelle directement la sécurité. Et ce pauvre homme est contraint de laisser ses courses en plan et de s'enfuir vraiment aussi vite qu'il peut. Et le voilà maintenant fugitif. On va comprendre donc qu'il s'agit d'une fable plutôt de l'absurde. Et sa descente aux enfers ne fait que commencer, parce qu'il devient maintenant ennemi public numéro un. Sa photo est montrée à la télé, on en parle à la radio, la police va le traquer, c'est vraiment la traque à l'homme qu'on peut imaginer. Le tout va contenir pas mal de pépites et de phrases plutôt loufoques, de critiques sur notre société. C'est vraiment une œuvre faite de beaucoup d'humour et d'intelligence. Et ça casse avec l'habitude. Et on termine donc sur une note plutôt comique et humoristique pour mon top de l'année. Moi, j'ai pas lu la bande dessinée ici, mais Fab Caro, donc ça, c'est son entre guillemets pseudonyme quand il écrit, quand il fait de la bande dessinée. Sinon, quand il écrit, c'est sous son vrai nom, je pense, de Fabrice Caro. Et ça, j'ai déjà beaucoup lu. Moi, c'est un des seuls auteurs qui me fait vraiment rire, quoi, et où je ris quand je lis, même si je suis en public, donc ça peut être un peu bizarre parfois. Mais il en a encore sorti un cette année dont j'ai oublié le nom qui est sur ma pile, vraiment pas loin ici. Moi, je l'adore. Moi, franchement, je trouve que c'est. Et il est aussi maintenant scénariste d'Astérix. Il a fait le dernier sorti, et je pense qu'il fait le suivant d'ailleurs, qui sortira l'an prochain. Quelqu'un qui a énormément d'humour, qui observe bien les choses. Et voilà, moi, je trouve que c'est vraiment quelqu'un de très, 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 très chouette. Alors, j'ai pas lu donc le Zai 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 ici. Par contre, j'ai vu le film, parce que ça a été adapté en film avec Jean-Paul Rouve. Et je viens d'aller voir aussi il y a quelques jours une adaptation théâtrale
par une troupe belge qui s'appelle le Collectif Mensuel. Et là, ils ont essayé d'adapter sous forme un peu de roman photo. Donc, tu vois, les romans photos à l'ancienne où donc on a des photos de l'action des personnages où les gestes et les expressions sont exagérées et on a un petit texte en dessous. Donc, en fait, on voit les photos qui défilent et puis les comédiens en dessous des photos, entre guillemets, interprètent un peu les actions, quoi. Donc, j'ai pas lu, donc je peux pas juger sur l'écriture, mais en tout cas, en termes d'histoire et je trouve d'humour, etc., je trouve que c'est pas le meilleur de Fab Caro. Je trouve qu'il y avait d'autres choses qui sont mieux par la suite. Donc, si tu aimes bien le style, si tu aimes bien son humour, tu t'y retrouveras dans d'autres et je pense que tu pourras encore plus apprécier d'autres de ses ouvrages. D'accord. Tu as un titre ou l'autre à conseiller ou pas? Moi, j'ai lu mais comme on parlera bientôt de cinéma, j'ai lu Journal d'un scénario où on a en fait l'histoire d'un homme qui veut faire son histoire et donc qui se cherche, enfin qui veut réaliser son film et donc qui se cherche comme ça du financement, hein, donc des producteurs. Et puis en fait, peu à peu, il est obligé de faire des concessions, des concessions, des concessions, et donc ça ne ressemble plus du tout à ce qu'il voulait faire et on a quelque chose qui ressemble plus à rien en fait, hein, qui est juste pour pour vendre quoi, hein. Donc, donc tous ces idéaux comme ça, patatras, tombent en poussière. C'est pas vieux comme son meilleur, mais moi ça m'a fait beaucoup rire. Moi j'ai lu aussi, je pense que c'est Samouraï que ça s'appelle, ou c'est toujours des titres un peu spéciaux, hein. Et le tout dernier qui est sorti, j'ai encore vu une excellente critique. Il est un peu loin, mais j'ai oublié le titre là. Et c'est jamais mauvais de toute façon, ça c'est clair. D'accord, super. Alors donc ça termine notre top des meilleurs livres et on se retrouve très bientôt. Et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls. À la prochaine.